On a parlé des risques sur l'information et des risques sur la désinformation. On a parlé de à qui profite le crime. Mais en fait, il y a deux volets de réaction possibles. Il y en a une, c'est les changements de nos comportements. Plein d'idées ont été évoquées. À travers l'éducation, on peut upgrader les gens. Une phrase que dit Viginum qui m'a toujours frappé, c'est en fait sur les attaques étrangères de désinformation, la France est le maillon faible de l'Europe. Quand même intéressant de le réaliser. Pourquoi? Peut-être notre esprit critique, le fait que si on nous dit tu ne trouves pas ça bizarre, on rentre dans le débat. Mais par rapport à des Finlandais, on est très fragile. Donc ça, c'est le volet de la résilience des citoyens eux-mêmes. L'autre volet, c'est le volet de la législation. On est un pays et un continent dans lequel c'est une arme qu'on utilise. Et on a énormément de chance d'accueillir Benoît Loutrel. Benoît, enchanté. Benoît qui est membre du collège de l'Arcom et qui va nous faire l'état des lieux un petit peu finalement, du corpus réglementaire dans lequel s'inscrit l'action de l'Arcom, à la fois en tant qu'organisme indépendant français, tu le diras mieux que moi, mais également comme administrateur du DSA dont parlait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire du Digital Service Act qui régit les plateformes au niveau européen. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Pour commencer, juste en warm-up, en termes de raisons de distorsion de l'information, tu as envie de citer lesquelles? On a une collection, c'est ça qui est incroyable. Il y a un seul espace informationnel, et puis il y a une série d'acteurs qui amplifient l'information. Donc il y a ceux qu'on connaît traditionnellement, presse, radio, télévision, et puis il y a les nouveaux joueurs qui sont apparus, moteurs de recherche, réseaux sociaux, et maintenant intelligence artificielle. Donc on a 6 catégories de joueurs, et chacun, suivant s'il est vertueux ou pas, peut être un acteur vertueux qui amplifie la bonne information, ou parfois jouer de travers. Mais il y a un 7e joueur. Et le 7e joueur, c'est ça qui est très important dans l'espace numérique. C'est Axel, c'est moi, c'est vous. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier dans l'espace numérique. On fait tous partie de l'espace informationnel. Et quand on publie, quand on rediffuse un message sur un réseau social, on fait partie du jeu aussi. Et on peut, parfois à notre corps défendant, faire partie de la désinformation. Et donc à la fin, moi je dis toujours, on a 2 questions. Une question qui est la question un peu des régulateurs. Comment on rend ces grands acteurs qui amplifient vertueux? Comment on obtient que nos libertés disparaissent pas comme un dommage collatéral de l'irresponsabilité d'un grand acteur technologique? Ça, c'est la mission qu'on confie aux régulateurs. Mais il y a un autre sujet, qui est notre sujet collectivement, c'est comment nous, collectivement, on agit comme des citoyens numériques. Parce que si je prends l'exemple de la haine en ligne, chacun individuellement, caché derrière son pseudo Toto37, on continue à dire « crevez-lui les yeux », non, on ne va pas vivre dans un monde sympathique. Donc il y a un sujet collectif pour nous et il y a un sujet des grandes plateformes où oui, là, il y a des juges arbitres comme les gens de l'Arcom. Alors, moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de l'Arcom, mais j'ai compris qu'il y avait... Je dois être le seul ici à ne pas avoir tout compris, hein, mais bon, tu vas quand même m'aider à comprendre. Mais il y a vraiment un sujet de l'action en ce qui concerne les médias. Oui. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu... pas seulement votre action, mais dans quel cadre conceptuel ça s'inscrit. Et deuxièmement, en tant qu'opérateur du Digital Service Act, le pendant sur les réseaux sociaux et les plateformes au sens large. Alors, l'Arcom, j'ai commencé à le dire, on est 9 juges-arbitres. Donc, c'est le collège de l'Arcom, je suis un de ces 9 juges-arbitres. Et collectivement, comme des juges-arbitres, on essaye d'arbitrer une compétition. Ici, on travaille dans l'espace informationnel. Et en fait, il y a plein de compartiments dans cet espace informationnel. L'Arcom est l'un des juges-arbitres. Si vous pensez à la presse, le juge-arbitre, c'est la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, c'est la chambre de la presse. C'est eux qui sont les juges-arbitres de savoir est-ce que la presse franchit la ligne rouge de la diffamation, et c'est eux qui interviennent. Quand on est sur radio-télévision,
C'est le terrain de jeu où l'Arcom a été chargé par la loi de 1986 de rendre des services d'arbitrage et de faire respecter la règle du jeu. Donc ça, c'est l'Arcom que vous connaissez, dont vous êtes familier. Mais quand on arrive dans l'espace numérique, là aussi, on se dit, on a ces grands acteurs, moteurs de recherche, réseaux sociaux, intelligence artificielle, et il faudra qu'on voit bien que si on ne fait rien, ils ne sont pas assez responsables. Et on a pu voir tous ces désordres informationnels. Et donc là, de la même manière, on a créé une équipe de juges-arbitres. Mais ce qu'on a tout de suite réalisé, c'est qu'on a tous les mêmes problèmes dans le monde. Vous pouvez aller rencontrer n'importe quel pays au monde. Moi, on rencontre des collègues coréens. J'étais en Afrique il y a 10 jours. On a exactement la même problématique, mais on a les mêmes acteurs en face de nous. Et donc, on a très vite réalisé qu'on ne pouvait pas jouer uniquement au niveau français. En France, aujourd'hui, on est 69 millions d'habitants. Je vais prendre l'exemple de Google. Quand on est chez Google, ce que Google compte, c'est combien de services ils ont, où ils ont plus d'1 milliard d'usagers pour chaque service. Ça vous donne un peu l'idée de la démesure qu'il y a entre ces acteurs et nos sociétés. En Espagne, il y a quelques années, ils ont voté une loi pour essayer d'encadrer la manière dont Google News fonctionnait. Et ça n'a pas plu à Google. Et l'entreprise a dit, moi je respecte la loi espagnole, mais l'Espagne, ce n'est pas un grand marché. Et ils ont fermé leur système. Ils ont fermé Google News en Espagne. Et donc là, tous les pays européens se sont réveillés en disant, waouh, si on veut jouer ce jeu, si on veut avoir des juges-arbitres pour être capable de faire respecter quelques règles du jeu, il va falloir qu'on agisse au niveau européen. 69 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. Mais quand on crée une équipe européenne de juges-arbitres, et l'Arcom, quand on est au niveau du numérique, on n'est plus le régulateur français, on est le joueur français de l'équipe européenne de régulation. Et là, on est à 350 millions d'habitants. Et alors là, même Google, il dit « Ah oui, non, je ne vais pas quitter le marché européen parce qu'il gagne quand même beaucoup d'argent en Europe. » Et donc là, il dit « J'écoute l'équipe européenne de régulation. » Par rapport à la télé et la radio, le cadre de référence de l'action de l'Arcom, c'est le pluralisme. Comment tu le raconterais? C'est ça qui est intéressant. Vous voyez qu'on est dans les deux cas mandaté par la loi, une loi française, la loi de 1986 pour audiovisuel, une loi européenne, on l'a dit, le règlement sur les services numériques, le DSA, Digital Services Act, pour les plateformes. Et à chaque fois, c'est comme une compétition sportive. On a des règles du jeu différentes à faire respecter. Donc quand on est en radio ou en télévision, la loi française dit on vous donne, l'État, la collectivité vous donne des fréquences qui vous permettent de créer ces radios, ces télévisions. On les donne gratuitement aux médias et en échange, on leur demande de respecter des règles du jeu. Et donc, c'est ces règles du jeu qu'on fait respecter. Donc, c'est des règles où on leur demande de participer à la cohésion nationale, on leur demande de ne pas propager des discours de violence, des discours de discrimination, on leur demande de respecter des règles de pluralisme et, le cas échéant, on intervient ex post. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, la loi de 1986, la première règle qu'elle donne, c'est de dire « vous avez le droit d'exister ». Vous avez la liberté de communication et la première mission de l'Arcom, c'est de veiller au pluralisme parce qu'on est bien informé si on peut bénéficier de ce pluralisme. Regardez cette salle qui est incroyable, regardez-le avec un œil fermé, vous n'allez pas prendre la mesure. Regardez-le avec deux yeux, vous allez prendre tout le relief. Mais l'information, c'est pareil. Il n'y a pas un média qui est meilleur que les autres. Chaque média essaye de décrire la réalité, de donner un sens à cette réalité. Et vous allez vous former votre opinion personnelle parce que vous pouvez accéder à des médias pluralistes. Donc c'est le cœur de la mission de l'Arcom en audiovisuel. Et ça, c'est ce corpus de règles que tu viens d'évoquer sur la télé et la radio. Quand tu prends les autres pays équivalents, on a un corpus équivalent, plutôt plus exigeant, moins exigeant. Comment tu pourrais éclairer ça? Quand on regarde honnêtement à l'échelle européenne, on a tous les mêmes corpus et il y a des différences. Vous allez en Allemagne, compte tenu de leur histoire, ils vont avoir des règles peut-être un peu plus strictes. Compte tenu de leur histoire, ils disent on n'a pas de régulateur au niveau national, on a un régulateur au niveau de chaque Länder. Mais si vous dézoomez un peu et que vous nous comparez au reste du monde, on a une communauté de valeurs européennes et on voit que c'est au cœur du projet européen, qui est un projet démocratique, et d'avoir globalement les mêmes règles. Sur les services numériques, Vincent, en introduction, a évoqué des éléments du DSA qui n'étaient pas mis en œuvre.
Est-ce que c'est vrai? Où ça en est? Et qu'est-ce qu'on attend, docteur? Alors, le règlement sur les services numériques, c'est un règlement assez incroyable, où effectivement on essaye pour la première fois, et on est la seule zone du monde à se lancer dans cette aventure, on essaye de créer un cadre pour responsabiliser ces acteurs. Vous voyez, c'est important de se demander, mais c'est quoi l'objectif? Dans quel cas on pourra dire qu'on a réussi la mise en œuvre du règlement sur les services numériques? Au début, on a eu des journalistes qui nous ont dit, si vous mettez des milliards d'euros d'amende, vous aurez réussi. Et on leur dit, non, en fait, parce qu'on sera peut-être amené à mettre des milliards d'euros d'amende, mais ça voudra dire, entre guillemets, qu'on a échoué, parce que le but, ce n'est pas de récupérer de l'argent, même si c'est bien pour les finances publiques. Notre but, c'est d'obtenir que nos règles soient respectées. Et donc, on est plutôt en train de... Chaque fois qu'on a un acteur qui ne joue pas les règles du jeu, on essaye d'obtenir qu'il prenne un engagement de les respecter, qu'on l'a mis en évidence, et quand il refuse, alors oui, on lui met l'amende. Mais donc, mettre des amendes, ce n'est pas le succès. Après, on a des gens, parfois, dans le dialogue avec nos parlementaires, qui nous disent vous aurez réussi s'il n'y a plus de fausses informations. Vous aurez réussi s'il n'y a plus de harcèlement en ligne. On leur dit, écoutez, on aimerait bien, mais du harcèlement, il y en a toujours eu dans nos sociétés. Il y en a toujours eu dans les écoles. Souvenez-vous, c'est la guerre des boutons, le film. Donc ça prend des nouvelles formes, mais on ne peut pas espérer totalement éradiquer ça. La haine en ligne, il y a toujours eu de la haine dans nos sociétés. Il y a toujours eu de la désinformation. Et du coup, c'est déroutant quand je dis ça, mais la réponse, c'est, avant le règlement sur les services numériques, on faisait face à tous ces désordres informationnels et on se sentait désemparé. Avec le règlement sur les services numériques, collectivement, on est en train d'apprendre à savoir comment réagir. Il y aura toujours des tentatives de nos amis russes de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et d'intervenir dans le débat public français pour essayer de mettre de l'huile sur le feu. La question, c'est est-ce qu'on sait réagir à ça? Et donc, c'est une réponse collective de dire on va réussir avec ce texte à apprivoiser cet espace numérique et collectivement à dire oui, il y a des intelligences artificielles, mais on sait qu'on doit avoir un sens critique dessus. Et c'est comme ça que collectivement, on pense qu'on va réussir. Mais par exemple, il disait que les chercheurs devraient normalement avoir accès. Et ça, c'est un très bon exemple. Ouais. Alors, pourquoi? C'est sans doute la règle la plus importante qui est dans le règlement sur les services numériques. C'est l'article 40, si vous voulez tout savoir, qui est un article qui dit « Tout chercheur en Europe peut demander à accéder à des données individuelles sur les grands réseaux sociaux pour pouvoir mener des recherches. » Et pourquoi on pense que c'est un des articles les plus importants? Parce qu'on a le sentiment que si ces entreprises sont insuffisamment responsables, et parfois elles sont même irresponsables, c'est parce qu'on ne comprend pas assez ce qu'elles font, on ne sait pas assez caractériser ce qu'elles font. Et quand vous savez qu'on ne peut pas vous coincer, ça ne vous pousse pas à agir de manière responsable. Et aux États-Unis, il y a quelques années, alors qu'on n'avait pas encore voté la loi européenne, Meta, l'éditeur de Instagram et de Facebook, s'est dit, il paraît quand même, il y a beaucoup de gens qui disent que sur Instagram, une consommation immodérée d'Instagram sur des adolescents renforce les risques de troubles du comportement alimentaire et, pour faire court, le risque d'anorexie, notamment sur les jeunes femmes. Et donc, ils ont signé un accord avec des meilleurs chercheurs d'universités américaines en disant on va vous donner accès à ces données et vous allez essayer de nous dire si c'est vrai ou pas. Mais ils ont rajouté une clause en disant à propos, vous signez aussi un accord de confidentialité. Les chercheurs ont mené les recherches et ils ont mis en évidence qu'effectivement, oui, quand vous passez des heures sur Instagram, que vous êtes dans l'adolescence, ça vous renvoie toujours cette image une image déformée de votre corps et ça ça augmente le risque que vous tombiez dans l'anorexie. Et là, Meta a dit, alors vous vous souvenez, il y a une petite ligne qui dit qu'il y a un accord de confidentialité, vous ne pouvez pas publier les résultats de votre recherche. Et il y a une femme aux États-Unis qui s'appelle Frances Haugen, qui travaillait dans les équipes de Meta et qui, ce jour-là, a été voir la Security Exchange Commission, qui est le régulateur des marchés boursiers, qui a dit vous avez un cadre juridique qui protège les lanceurs d'alerte, je veux rendre public ces recherches, qui avaient été cachées par Meta. Et c'est ça qui a permis de comprendre ce qui se passait. Et là, le Parlement européen et le Conseil des États membres s'est dit mais on ne va pas avoir des milliers de Frances Haugen, parce qu'il fallait avoir du courage pour mettre ça sur la place publique et avoir contre soi tous les avocats de Meta. Et donc ils ont dit mais on va inscrire dans le droit européen le droit des chercheurs à demander ces données pour pouvoir mettre en évidence où sont les risques. Parce que quand on met en évidence les risques, après on peut se retourner vers ces entreprises en disant le risque est là, il est caractérisé, vous devez agir. Et donc c'est vraiment une disposition très importante du règlement sur les services numériques.
On est en train de le mettre en œuvre. On sait que quand on va le mettre en œuvre, ces entreprises vont réagir et vont provoquer des contentieux. Donc oui, on s'est préparé, on a mis 2 ans, ça paraît très long, pour écrire le décret d'application, pour faire court, qui explique comment cette procédure va fonctionner, parce qu'on va s'en servir et on sait que derrière, typiquement, elles vont essayer de nous dire « Ah, mais vous ne respectez pas le règlement général sur la protection des données ». Elles vont essayer de nous opposer entre régulateurs et on se prépare à ça. Mais ça y est, la procédure a démarré. Elle a démarré en octobre dernier et en ce moment, on est en train d'instruire les premières demandes des chercheurs pour pouvoir leur permettre d'accéder à ces données et de mettre en évidence où sont les zones d'ombre et de rétablir cet équilibre entre nos sociétés et ces entreprises. Parce qu'à la fin, c'est une guerre du savoir. Si on sait prouver qu'elles ont un effet sur nous, on saura exiger qu'elles soient vertueuses. David est très content, il va avoir plein de données bientôt pour travailler. On travaille à rendre David heureux. C'est ça le but de l'Arcom. En dernière question, on a 1 minute, mais oublie ton devoir de réserve et dis-nous qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de moins d'ailleurs dans ce rapport institutionnel au défi de l'information. Je crois que moi je voudrais conclure en 1 minute sur cet enjeu de citoyenneté numérique. On est des acteurs dans ce monde numérique. Si on a des difficultés, c'est aussi parce qu'on peut agir beaucoup plus, on peut s'informer sans fin, on participe chacun d'entre nous à la propagation de l'information, et donc il faut prendre conscience de ce grand pouvoir qu'on a maintenant, mais qui crée aussi de grandes responsabilités. Et il faut garder un esprit critique. Je vais conclure juste sur un exemple. Les intelligences artificielles, c'est fascinant. Vous jouez avec, vous allez voir, vous pouvez poser des questions très sophistiquées et avoir des réponses incroyables sur des sujets sur lesquels vous ne connaissez rien. Mais gardez en tête qu'elles n'ont pas le début de l'embryon de votre intelligence et que vous devez garder ce sens critique. Et donc je vais vous donner un exemple très concret. Je l'ai testé il y a 2 minutes en étant encore assis sur ma chaise. J'ai été sur une intelligence artificielle très grok et je lui ai posé 2 questions. Et j'ai posé la question à Grok en disant « Mais qui est Benoît Loutrel ?» Et il m'a récité mon CV, ça n'a aucun intérêt. Et après, je lui ai répondu « Est-il sportif ?» Et là, Grok m'a dit « Oui, c'est un grand sportif, c'est un spécialiste d'ultra-trail, il court des chrousses. » Et donc, vous me regardez, vous voyez Axel, aucun de nous n'est un grand sportif. Nous ne sommes pas des spécialistes d'ultra-trail. Là, je suis... Et je remercie Grok parce que de temps en temps, ils me font croire que je n'ai pas mon âge et que je n'ai pas dépassé 100 kilos comme c'est le cas. Et Grok me confond avec l'autre Benoît Loutrel. On est 2 en France, ça s'appelait Benoît Loutrel. Et l'autre, c'est un spécialiste d'ultra-trail. Donc, trouvez votre exemple, mais celui que vous gravez dans vos têtes pour dire ces merveilleuses intelligences artificielles, mais elles peuvent halluciner et vous dire la plus énorme bêtise au même moment. Et tant que vous gardez ça en tête, je pense que collectivement, on arrivera à faire de ce monde un monde informé avec un sens critique important. Merci beaucoup, Benoît. Merci infiniment. Merci à vous. Et maintenant, on est tous en première ligne de cette guerre de l'information. Donc, on y va, au front. Merci à tous.